On va s'intéresser aux permutations paires d'un sous-groupe de Sn. Donc soit n un entier naturel, je vais le supposer supérieur ou égal à 2. Alors comme d'habitude, Sn désigne le groupe symétrique sur n éléments, disons 1, 2, etc. n, donc qui forme un ensemble E. Le groupe alterné AN, par définition, c'est l'ensemble des permutations G de Sn qui sont de signature égale à plus 1. Et donc ici, j'ai l'application, le morphisme signature. Donc on sait que dans le groupe symétrique Sn, il y a autant de permutations paires que de permutations impaires. Donc si je fais un petit dessin, là j'ai Sn, et puis donc An, c'est l'ensemble des permutations paires, et il y en a autant que des permutations impaires. Donc ça veut dire qu'à gauche et à droite, il y a le même nombre de permutations. Autrement dit, l'ordre de An, c'est le cardinal de son complémentaire dans Sn, et c'est donc la moitié de l'ordre du groupe symétrique, c'est-à-dire factoriel n divisé par 2. Donc on va généraliser ce résultat en considérant G un sous-groupe de Sn, et on va s'intéresser à l'intersection de G et de An. Donc ça, je vais l'appeler H. C'est donc l'ensemble des permutations paires de G, et c'est un sous-groupe de G. Ce qui nous intéresse, c'est de connaître l'ordre du sous-groupe H en fonction de l'ordre du sous-groupe G. Et en fait, on va voir qu'il y a exactement deux cas possibles que voici. Premier cas, eh bien, c'est le cas où le sous-groupe G est en fait inclus dans An. Il n'est formé que de permutations paires. Donc si je fais un dessin, là j'ai le groupe Sn, j'ai An qui partage le sous-groupe Sn en deux parties de même cardinal, et puis mon sous-groupe G, il est ici, il est inclus dans An, et donc évidemment il est aussi égal à son intersection avec An, c'est-à-dire H. Et donc ici, l'ordre de H, eh bien, c'est tout simplement l'ordre de G. Le deuxième cas, eh bien, c'est le cas contraire, lorsque G n'est pas inclus dans le groupe alterné AN. Alors, si je fais un petit dessin, je vais donc avoir ici le groupe symétrique Sn, j'ai toujours le groupe alterné, et puis je vais avoir mon groupe G, et il va contenir une permutation impaire que je viens de marquer, et voici donc le groupe G. Et donc H apparaît ici à gauche, et la situation du deuxième cas, c'est qu'il y a autant de permutations paires dans G qu'il y a de permutations impaires. Autrement dit, les zones que je viens de marquer sont formées du même nombre de permutations. Donc ça veut dire que l'ordre de H, eh bien, c'est l'ordre de son complémentaire dans G, et c'est donc la moitié de l'ordre de G, ce qui prouve au passage que l'ordre de G est forcément pair. On va s'attarder sur un cas particulier, c'est le cas où le sous-groupe G est d'ordre 2k plus 1, un entier impair. Alors, dans ce cas, eh bien, on voit que le deuxième cas est absurde, puisque le deuxième cas suppose que l'ordre de G est pair, donc on est dans le premier cas, et donc G est inclus dans An. Donc on peut aussi prouver le résultat de façon directe. Qu'est-ce qu'on veut démontrer? On veut démontrer que si on prend un élément petit g de grand G, alors G est une permutation paire. Donc soit petit g appartenant à grand G, alors on peut appliquer le théorème de Lagrange. Donc le théorème de Lagrange, enfin un corollaire du théorème de Lagrange,
il nous dit que G élevé à la puissance l'ordre du groupe, c'est égal au neutre du groupe. Donc ici, c'est l'application identique de l'ensemble E. Donc, si je passe maintenant à la signature, donc, je peux donc écrire que epsilon de G exposant ordre de G, c'est la signature de l'application identique, et on sait que cette signature, elle vaut plus 1. Mais la signature est un morphisme de groupe, donc je peux transformer le membre de gauche de la manière suivante. Ça me donne la signature de G élevée à l'exposant ordre de G, qui est donc égal à 1. Mais on a vu que l'ordre de G était l'entier impair 2k plus 1, et donc cette puissance vaut 1. Alors, la signature de G, elle vaut plus ou moins 1, et moins 1 puissance 2k plus 1, ça fait moins 1. Donc de ceci, eh bien, je déduis que la signature de G, c'est forcément 1, et donc ça me dit que G est dans le groupe alterné, et comme G était arbitraire, eh bien, ça veut dire que le sous-groupe G est inclus dans AN, et c'est bien ça qu'on voulait montrer. Donc passons à la preuve du deuxième cas. On suppose que notre sous-groupe G n'est pas complètement formé de permutations paires. On appelle donc H l'ensemble des permutations paires de G, et on veut démontrer que l'ordre de H, c'est la moitié de l'ordre de G. Donc pour ça, on va traduire le fait que G n'est pas inclus dans N. Donc si je fais un petit dessin, ça veut dire donc que j'ai toujours Sn ici, qui est partagé en deux avec les permutations paires et les permutations impaires. Et puis, ça veut dire que j'ai G qui est ici, et puis, comme G n'est pas inclus dans N, ça veut dire qu'il existe une certaine permutation T qui appartient à G et qui n'appartient pas à H. Donc, il existe une permutation T qui appartient à G et qui n'appartient pas à H. Maintenant, je vais introduire l'application que je vais appeler epsilon indice G, qui va de G dans la paire moins 1, et qui, à petit g, lui associe tout simplement la signature de petit g. Alors ça, c'est clairement un morphisme de groupe. Le groupe à l'arrivée, eh bien, c'est le groupe multiplicatif moins 1, et je vais m'intéresser au noyau de ce morphisme. Donc, qu'est-ce que c'est que le noyau de ce morphisme? On va dire que petit g y appartient. Eh bien, si et seulement si, donc la signature de G est égale au neutre du groupe de l'arrivée, donc c'est-à-dire 1. Donc ça équivaut à dire que G appartient au groupe alterné. Et par conséquent, on vient d'établir que le noyau du morphisme, eh bien, c'est tout simplement l'intersection de G et du groupe alterné, et donc c'est H. On s'est intéressé donc au noyau, maintenant on va s'intéresser à l'image. Alors, epsilon G va donc du groupe G dans le groupe moins 1, 1. Donc 1, eh bien, il a un antécédent, il suffit de prendre la permutation identité de E. Et on avait vu qu'il y avait une permutation dans G qu'on avait appelée T et qui était impair. Donc son image par epsilon G, c'est moins 1. Donc ceci prouve que les deux éléments de l'arrivée ont un antécédent. Et donc il apparaît que epsilon G est surjective. Et donc ça signifie que le groupe image, donc l'image de epsilon G, eh bien c'est la totalité de l'arrivée, c'est le groupe moins 1, 1. Maintenant, on va appliquer le théorème d'isomorphisme, donc ce qui nous permet d'écrire que le quotient du groupe de départ par le noyau du morphisme, donc epsilon G, est isomorphe à l'image donc de epsilon indice G. Alors on a vu que cette image c'était moins 1, 1, et on a vu que le noyau du morphisme c'était le sous-groupe H.
Par conséquent, on voit que le groupe quotient G sur H a pour ordre, en fait, donc les deux éléments de l'ensemble moins 1, 1. Et donc, comme l'ordre du groupe quotient, c'est le quotient des ordres avec des groupes finis, l'ordre de G divisé par l'ordre de H vaut 2, et de ceci, eh bien, on déduit que l'ordre de G est pair, et que l'ordre de H, eh bien, c'est la moitié de l'ordre de G, et c'est exactement ce qu'il fallait démontrer.